chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine et le rôle de l'OTAN dans celle-ci. L'Ukraine est une ancienne république soviétique devenue indépendante en août 1991 et sert de zone tampon entre la Russie et l'Europe. Le pays de 44 millions d'habitants est divisé entre une majorité pro-occidentale et des séparatistes pro-russes qui refusent de couper les ponts avec Moscou. Environ 17% de la population est d'ascendance russe et la langue russe est principalement parlée dans la partie orientale du pays. C'est en 2010 que le président Viktor Yanukovych est élu, mais ce dernier met fin 3 ans plus tard à un accord avec l'association de l'Union européenne en faveur de la coopération avec la Russie. Cette décision a déclenché des manifestations massives sur la place de l'indépendance de Kiev, où 200 000 à 500 000 manifestants pro-européens se sont rassemblés pour exiger la fin de la dictature de Yanukovych. Le 22 février 2014, une révolution réprimée par la brutalité policière a conduit à l'éviction du président. Vladimir Poutine a profité du conflit pour annexer la Crimée, lieu stratégique sur la mer Noire. La population locale a massivement approuvé ce rattachement à la Russie, à la suite d'un référendum condamné par la communauté internationale. Depuis la fin de la guerre froide, l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique est l'un des objectifs stratégiques du pays pour contrer l'influence de Moscou. En avril 2008, lors du sommet de Bucarest, tous les membres de l'OTAN ont exprimé la perspective d'une adhésion à Kiev, mais aucun calendrier n'a été annoncé. Nous allons à présent étudier la problématique suivante. Quel est le rôle de l'OTAN pendant la guerre en Ukraine ? Donc, dans un premier temps, nous allons faire un rappel de l'histoire de l'OTAN, en mettant en avant ses origines, ses principes, les objectifs et les personnalités juridiques. Puis dans un second temps, nous allons nous pencher sur la place qu'occupe l'OTAN pendant la crise ukrainienne. Je vais à présent laisser place à nos intervenants. Alors donc tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel de l'histoire de l'OTAN. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest se sont retrouvées séparées par les divisions idéologiques et politiques de la guerre froide. L'Europe de l'Est est tombée sous la domination de l'Union soviétique. En 1949, 12 pays situés de part et d'autre de l'Atlantique ont créé l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pour contrer le risque de voir l'Union soviétique chercher à étendre d'autres parties de l'Europe, l'emprise qu'elle exerçait sur l'est du continent. L'OTAN représente le traité de l'Atlantique Nord ayant été signé à Washington le 4 avril 1949 par 12 pays. Ces 12 pays sont la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Donc, entre 1947 et 1952, le plan Marshall a fourni les moyens de stabiliser les économies de l'Europe de l'Ouest. En tant qu'alliance politique et militaire, l'OTAN avait pour rôle d'assurer une défense collective contre toute forme d'agression et de maintenir un environnement de sécurité pour le développement de la démocratie et pour la croissance économique. L'Alliance a été créée lors des débuts de la guerre froide et pendant le blocus de Berlin exercé par les soviétiques. En effet, ce traité est créé principalement pour faire face à la menace de l'Union soviétique. Il met en place une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre un de ses membres en Europe, en Amérique du Nord ou dans la région de l'Atlantique Nord. Donc l'OTAN constitue ainsi le noyau dur du bloc de l'Ouest. La création de cette alliance s'inscrit dans un projet assez vaste qui s'articule majoritairement autour de 3 objectifs. Endiguer l'expansionnisme soviétique, empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe grâce à la forte présence de l'Amérique du Nord, et enfin encourager l'intégration de la politique européenne. Donc l'Alliance va installer son commandement militaire à Rocancourt et son secrétariat international civil au Palais Chaillot à Paris jusqu'en 1959, puis à Porte-Dauphine. C'est en 1952 que la Grèce et la Turquie rejoignent l'OTAN. Les accords de Paris signés en 1954 permettent à la République fédérale d'Allemagne d'adhérer à l'OTAN en 1955. Puis, l'Espagne va rejoindre cette alliance en 1980. Et aujourd'hui, l'OTAN compte près de 30 pays membres. Ensuite, en 1956, la France a l'intention de se retirer du commandement militaire intégré de l'Alliance. Ce changement fait que le siège de l'OTAN déménage en Belgique, où il se trouve encore aujourd'hui. Donc finalement, la France a réintégré la structure militaire de l'OTAN en 2009. Ensuite, nous allons nous intéresser au principe de fonctionnement de l'OTAN. Donc, le principe fondamental concernant le fonctionnement de l'Alliance est celui d'un engagement commun à l'égard d'une coopération entre les États souverains et de la sécurité des pays membres. La solidarité des alliés garantit ainsi que tous les pays membres ne devront pas compter uniquement sur leurs propres moyens pour répondre à la sécurité de leur pays. L'Alliance permet aux pays membres de réaliser leurs objectifs de sécurité nationale par une action collective. Soit l'Alliance est une association d'États libres unis
dans le but de préserver leur sécurité grâce à des garanties mutuelles et à des relations stables avec d'autres pays. Le principe du consensus à la base du processus de prise de décision est l'une des clés du succès de l'OTAN. Il n'y a pas de système de vote et toutes les décisions doivent être unanimes. Des consultations et des débats intenses sont souvent nécessaires avant qu'une décision importante puisse être prise. Ce système peut paraître lent et peu maniable aux yeux d'un observateur extérieur, mais il présente deux grands avantages. D'abord, la souveraineté et l'indépendance de chaque État membre sont respectés. Ensuite, lorsqu'une décision est prise, elle a le plein soutien de tous les pays membres et chacun d'eux est déterminé à la mettre en œuvre. L'organe décisionnel le plus important de l'OTAN est le Conseil de l'Atlantique Nord. Dans ce conseil, chaque pays membre délègue un représentant permanent qui est considéré comme un ambassadeur et conseillé par des conseillers diplomatiques. Ensuite, le commandement intégré de l'OTAN représente le commandement militaire de cette alliance atlantique. C'est l'organe qui fixe les stratégies militaires et qui les fait appliquer sur le terrain. Le commandement intégré est composé du commandement allié opération, ACO, qui est responsable de la planification et de l'exécution de toutes les opérations de l'Alliance. L'ACO possède un quartier général stratégique qui est le grand quartier général des puissances alliées en Europe, ainsi que 2 commandements de forces interarmées. L'ACO comprend 3 grands commandements de niveau tactique pour les opérations aériennes, terrestres et maritimes. Il existe également le commandement allié transformation, l'ACT, qui est en charge de la stratégie de combat et de renforcer le lien transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord avec un partage équitable des rôles, des risques et des responsabilités. Ces 2 commandements sont placés sous l'autorité du comité militaire où sont réunis les chefs d'état-major de la défense des pays membres de l'OTAN. Donc je vais maintenant laisser la parole à ma collègue. Maintenant, je vais vous parler des objectifs. Donc, il est nécessaire pour une organisation internationale de l'envergure de l'OTAN de fixer des objectifs et une raison d'être à affirmer face aux problématiques du monde. Ainsi, les principaux objectifs de l'OTAN sont de s'organiser collectivement afin de garantir une sécurité ainsi qu'une défense des pays concernés par ce traité. Cette alliance militaire et politique entre les pays signataires a avant tout pour but de protéger la population d'un pays d'Europe ou d'Atlantique Nord en danger et d'assurer une alliance militaire sur le plan défensif. Un des grands chapitres de l'OTAN s'est déroulé lors de la guerre froide. L'objectif central de l'organisation à cette période était notamment d'assurer une défense en Europe face à l'URSS. Et pour ce faire, de nombreuses troupes américaines avaient été placées sur le continent, donnant aussi un but politique à l'Alliance durant cette guerre, se rassembler auprès des États-Unis, montrer une force commune face à l'ennemi communiste. Cependant, une fois le contexte de la guerre froide terminé et avec la chute de l'Empire soviétique, l'OTAN se voit attribuer une image et une aspiration de pilier de la défense sur le continent européen. D'ailleurs, l'Alliance s'adapte et évolue dans l'environnement du monde attaqué par le terrorisme, décidant de se fixer comme nouvel objectif de se défendre face à l'islamisme radical, l'élément déclencheur étant bien sûr les attentats du 11 septembre 2001. Le combat de l'OTAN face au terrorisme marque un nouveau chapitre de l'organisation, surtout marqué par une volonté américaine. Pour conclure sur les objectifs de l'OTAN, ils sont au sens large définis avant tout sur l'importance de la sécurité et visent à garantir l'implication des forces militaires des pays membres lorsqu'une situation le nécessite. Comme nous avons pu le voir, l'OTAN a su s'adapter aux différentes guerres qui sont survenues depuis sa création, en optimisant à la fois ses objectifs tout en restant fidèle aux valeurs des pays constituant cette alliance. Et maintenant, laissons place à Louise, notre avocate habituée de l'émission, qui vous parlera de la personnalité juridique de l'OTAN. Merci Mélanie. Donc l'OTAN est-elle assez différenciée des États qui la composent? Son caractère juridique, sa gestion, les intérêts qui lui sont confiés incarnent-ils un caractère collectif distinct du caractère individuel des États membres? A-t-elle un patrimoine suffisamment indépendant pour bénéficier d'une personnalité juridique? Donc, le traité signé à Washington le 4 avril 1949, dit Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ne contient aucune disposition sur la personnalité juridique de l'OTAN. Mais la Convention sur le statut de l'organisation du traité, des représentants nationaux et du personnel international donne à l'OTAN une personnalité juridique. Une doctrine soutient que, d'une part, l'organisation elle-même, d'autre part, les commandants suprêmes sont investis de la personnalité morale pour tout ce qui regarde l'exercice de droits privés. On considère donc que l'OTAN ne dispose pas de personnalité juridique internationale. Les États membres n'ont pas voulu conférer à l'OTAN une partie de leurs compétences, créant une personne indépendante. Pour 2 raisons principales. L'organisation n'est investie d'aucune autorité supranationale
et les décisions qui sont prises au Conseil atlantique n'engagent les gouvernements que dans la mesure où ils sont unanimes. Les États membres de l'OTAN n'ont pas aliéné une part de leur souveraineté au profit de cette organisation et que par conséquent un certain libre arbitre est laissé aux États membres. Donc, cette tendance soutient que l'OTAN n'a pas été investie d'une personnalité juridique de droit international public, mais au contraire de celle limitée sur le plan du droit privé. Donc, contrairement à cette position, la jurisprudence a confirmé depuis longtemps la qualité de sujet de droit international de l'OTAN. En effet, l'OTAN n'est pas seulement une alliance militaire en vue de prévenir l'agression ou de la repousser si elle devait avoir lieu. Il prévoit également une action commune et permanente dans les domaines politiques, économiques et sociaux. L'OTAN est une organisation internationale, elle bénéficie donc de la personnalité juridique internationale. Il est vrai qu'il s'agit d'une organisation un peu particulière, dont l'institutionnalisation a été empirique et progressive. Il n'en reste pas moins qu'elle est dotée d'organes permanents, qu'une mission propre lui a été assignée et qu'elle a une capacité juridique et des privilèges et immunités, autant d'éléments qui ont conclu la Cour internationale de justice s'agissant de l'Organisation des Nations Unies, à conclure dans son avis du 11 avril 1949 relatif aux réparations des dommages subis au service des Nations Unies que celle-ci était une personne internationale. L'OTAN ne peut être considérée ni comme la mise en œuvre d'une alliance militaire, car le Conseil atlantique prend ses décisions à l'unanimité et exprime une volonté commune, ni comme une institution sans personnalité juridique. L'existence d'une telle personnalité internationale résulte au contraire des articles 5, 6, 7, 8 et 11 de la Convention d'Ottawa du 20 novembre 1951 relatif aux immunités de l'OTAN et de l'article 25 de la même convention concernant le droit pour le Conseil agissant au nom de l'organisation de conclure des accords complémentaires de cette convention. Cela signifie que la personnalité juridique suppose son autonomie juridique en ce sens qu'elle exprime sa propre volonté et non celle de ses membres. Il convient de se référer aux critères de la volonté des États de mettre en place une institution permanente sans qu'il soit obligatoire d'insérer une disposition attribuant expressément une personnalité juridique internationale. Nous passons à la deuxième partie de l'émission, consacrée au rôle de l'OTAN pendant la guerre en Ukraine. Ce traité a-t-il causé la guerre? Julien va nous répondre. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine, président, ayant succédé à Boris Eltsine il y a déjà plus de 22 ans à la Russie, fait part d'un certain intérêt vis-à-vis d'une extension vers l'Est, vers une ancienne frontière de l'URSS. Il ne faut pas oublier qu'il avait dit que la chute de l'URSS était la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Vladimir Poutine est sans aucun doute nostalgique du régime communiste, car pour lui, son pays a été bafoué et humilié. L'OTAN, étant l'alliance militaire la plus puissante d'Europe, elle lui sert de prétexte à ses décisions géopolitico-militaires. Depuis le début de l'existence de l'OTAN, en 1949, les États-Unis et les 30 pays membres de l'OTAN, de manière plus large, envoient des équipements militaires, comme par exemple en Turquie, durant la guerre froide, ce qui avait déclenché la crise de Cuba en 1962. Aujourd'hui, l'OTAN a des militaires dans les pays baltes, qui étaient à l'époque pays satellites de l'URSS sous l'égide du régime soviétique, mais qui depuis ont rejoint l'OTAN après la chute du rideau de fer et du régime communiste en 1991. Une promesse taraude beaucoup de personnes et un débat qui n'aura certainement jamais réellement de réponse pose un problème. Est-ce que Ronald Reagan, alors président des États-Unis, avait fait une promesse à Mikhail Gorbatchev comme quoi l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est? Certains disent que oui, et d'autres que non, et que la promesse était de ne pas s'étendre dans l'Allemagne même, qui était à l'époque divisée en deux, RDA et RFA. Juridiquement, aucun pays n'a fait une telle promesse à qui que ce soit, même si l'on sait que pour Mikhail Gorbatchev, l'OTAN n'avait plus lieu d'être et donc aurait dû disparaître. Donc l'extension vers l'Est fait officiellement peur à Vladimir Poutine, car si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, il serait plus un pays tampon, mais un pays membre d'une alliance considérée comme hostile à la Russie à sa frontière directe. De plus, il considère que l'Ukraine est russe et que c'est Lénine qui a construit ce pays, le grenier
de la Russie. Comme nous avons pu le voir, l'OTAN s'étend encore avec, en 1999, l'adhésion des pays baltes, anciens pays satellites, et 6 autres pays d'Europe du Sud, ou encore la Roumanie en 2004. En 2008, l'OTAN ouvrait la possibilité à l'Ukraine de candidater pour son adhésion dans l'Alliance Atlantique Nord. Ce qui peut nous faire comprendre la peur de Vladimir Poutine. En revanche, un point essentiel à la compréhension du rôle de l'OTAN dans la guerre est qu'il s'agit d'une alliance militaire, oui, mais en particulier défensive. Elle n'a pas de rôle offensif, comme le stipule l'article 5 de l'Alliance, qui doit agir qu'en cas d'attaque sur le territoire de l'un de ses pays membres. L'article 5, un pour tous, tous pour un. En d'autres termes, cette alliance vise à établir une paix durable au sein de ses frontières. Pour finir, aujourd'hui, Vladimir Poutine veut légitimer son acte de guerre en faisant croire que l'extension de l'OTAN est dangereuse pour son pays et qu'elle lui fait peur. Comme si les pays baltes ou encore l'Ukraine allaient envahir la Russie demain. L'extension de l'OTAN peut surtout lui poser problème s'il veut récupérer l'influence qu'avait d'antan l'URSS sur ses pays frontaliers et surtout pour l'Ukraine, qui est à la Russie ce que Taïwan est à la Chine. Un pays purement démocratique qui fonctionne avec le même type de population et donc peut donner de mauvaises envies à ces populations démocratiques. Poutine, en tant qu'autocrate, a surtout peur de la stabilité de son propre pouvoir interne. Et donc, pour ressouder son propre pouvoir, il attaque et crée un problème externe pour ressouder la population russe derrière lui. Ce que tout autocrate ou tyran fait. Une guerre extérieure pour réunir l'intérieur. L'OTAN a donc un rôle dans l'invasion de l'Ukraine pour légitimer les actions de Vladimir Poutine qui ne souhaite qu'une chose, retrouver la grandeur de la vieille Russie. En effet, 1 an après son élection, Poutine avait déjà changé l'hymne national de la Fédération de Russie en remettant l'ancien hymne soviétique. Boris Eltsine avait même déclaré en voyant cela « ça sent le rouge », traduisant un retour en arrière historique. Aline, l'OTAN est-il de plus en plus nécessaire ? Alors, la coopération qui perdure entre l'Europe et les pays d'Amérique du Nord, grâce à l'OTAN, est un lien unique qui renforce les 2 continents et qui, aujourd'hui, se trouve au centre de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Néanmoins, des tensions au sein de l'organisation sont apparues dernièrement, en novembre 2021, après un discours d'Emmanuel Macron qui qualifiait l'OTAN en état de mort cérébrale. Le contexte de ces paroles est dû à un manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe, selon le chef de l'État français, suite à l'intervention militaire de la Turquie en Syrie et aux fortes tensions qui persistent entre les 2 pays. Dans son entretien, Emmanuel Macron reproche aux États-Unis une absence stratégique vis-à-vis de la gestion de ce conflit, ainsi qu'une inquiétude face à la solidarité militaire des membres de l'OTAN, car la Turquie, pays partenaire de l'OTAN, est celui qui mène cette intervention militaire. Il stipulait également, lors de sa prise de parole, une question quant à une possible contre-attaque du régime de Bachar al-Assad, mettant en danger la Turquie, un pays de l'Alliance. Les autres membres enverraient-ils alors du soutien militaire, comme l'indique l'article 5 du traité, ou décideraient-ils de ne pas s'impliquer ? Pour le président français, c'est ce manque de coordination qu'il reproche aux États-Unis. Cependant, avec les tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine en fin d'année 2021, puis avec la déclaration officielle de Vladimir Poutine le 24 février dernier d'une intervention militaire sur les territoires ukrainiens, quelle est la place de l'OTAN dans la gestion de ce conflit ? Il est impératif pour l'organisation d'apaiser ces tensions et de se réunir pour faire face à cette guerre, car l'OTAN est un élément central, aussi bien à travers un soutien militaire, mais également avec un enjeu politique, l'adhésion de l'Ukraine dans l'Alliance. Les États-Unis sont un pilier militaire, mais aussi économique dans l'Alliance. La réelle question ici est quel serait le poids d'une organisation militaire consacrée à la défense, comme l'OTAN, sans les États-Unis ? L'Europe pourrait-elle gérer à elle seule ce conflit où la force qu'apporte l'Atlantique Nord est-elle nécessaire ? À plusieurs reprises depuis le début de cette guerre, les dirigeants des pays membres se sont réunis afin de réfléchir à des issues envisageables. Ce que représente la coopération des pays constituant l'organisation, aussi bien sur une échelle militaire, politique et économique, est un adversaire de taille face à la Russie. L'OTAN est donc de plus en plus nécessaire en cette période de guerre russo-ukrainienne, car les décisions prises par l'organisation pourraient totalement renverser ce conflit et changer aussi bien l'avenir de l'Ukraine que de l'Europe tout entière. Catherine, en direct de Kiev, pouvez-vous nous dire quelles forces de l'OTAN sont déployées actuellement ? Oui,
Mélanie, je suis bien en direct de Kiev, donc face à Moscou, il ne s'agira pas d'intervenir militairement. L'Ukraine est un partenaire qui a été aidé, renforcé et dont l'armée a bénéficié d'une formation. Et il est seulement question aujourd'hui de protéger les alliés et leurs frontières de toute attaque. L'OTAN a renforcé substantiellement sa présence militaire sur le front Est, dans les pays alliés, à la frontière de ses États membres. Au total, l'organisation compte 40 000 soldats placés directement sous sa direction. Sur le front oriental, 4 bataillons multinationaux représentant environ 5 000 soldats sont déjà déployés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Les 35 000 autres soldats multinationaux sont répartis dans les autres pays de l'OTAN. Ils sont opérationnels et prêts à être mobilisés. 4 nouveaux bataillons multinationaux devraient prochainement être déployés en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Ces renforts porteront donc à 8 le nombre de bataillons multinationaux déployés sur le front oriental de l'OTAN. S'ajoutent des soldats ainsi que des équipements militaires, avions de chasse, déployés individuellement par les États membres de tous les États. Le déploiement américain est de loin le plus important avec au total 100 000 hommes présents en Europe. Un contingent qui a vocation à être renforcé. Merci Mélanie. Julien, dites-nous clairement, une ligne rouge déclarée par l'OTAN? Une ligne rouge, oui. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas agi directement militairement en Ukraine, car cela pourrait entraîner une escalade, si ce n'est une troisième guerre mondiale, voire même une guerre nucléaire, pour un pays n'étant pas membre de l'OTAN. Donc, pour éviter cela, l'OTAN n'est pas devenu co-belligérant dans le conflit. En revanche, si un pays comme la Pologne ou les Pays-Baltes seraient attaqués, des pays membres de l'OTAN, elles seraient obligées d'agir selon l'article 5 et donc de rentrer en guerre. Et presque toute l'Europe serait en guerre, à part quelques pays neutres, non membres de l'OTAN. Même si, ironiquement, ces pays neutres comme la Finlande pourraient rentrer dans l'OTAN suite au conflit russo-ukrainien et donc rentrer en guerre en cas d'action de l'OTAN. Il faut bien sûr nuancer. Si une bombe tombait en Pologne sans intention réelle, car les accidents arrivent en période de guerre, des discussions auraient lieu et surtout des explications. En fonction, l'OTAN rentrerait en guerre ou non. Pour conclure, si un pays membre de l'OTAN est attaqué par qui que ce soit, la guerre serait déclarée et donc oui, si la Russie attaque l'OTAN, l'OTAN répliquera. Les Américains défendront le moindre pouce de l'OTAN, a déclaré le président américain Joe Biden. Merci de m'avoir écouté. Achetez mon livre, L'influence, l'OTAN et son influence. Merci. Pour une Europe unie et indépendante, Emmanuel Macron a appelé à une véritable armée européenne pour mieux protéger l'ancien monde dans un entretien le 6 novembre 2021. Il a dit croire en une Europe souveraine et forte. Si nous ne décidons pas d'avoir une vraie armée européenne, nous ne protégerons pas les Européens, a ajouté le président. Angela Merkel a annoncé qu'elle soutenait l'idée de Macron tout en précisant qu'il n'était pas question d'une organisation qui remplacerait l'OTAN. Cela peut être une armée qui complète très utilement l'OTAN, sans remettre en cause le lien, a noté la chancelière. Selon elle, l'Europe ne peut plus compter sur les autres pays et doit prendre son destin en main. Ensuite, une armée européenne générera des économies pour la France. Merci de votre écoute et surtout, ne loupez pas l'épisode inédit de Joséphine Ange Gardien juste après la pub.